BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, c'est Thierry Breton, mon invité, bonjour, commissaire européen au marché intérieur, la politique industrielle, le tourisme, le numérique, l'audiovisuel, la défense et l'espace. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. À chaque semaine, vous avez votre plan. Hein. On va parler de tous ces plans successifs. On va commencer par l'actualité, le plan espace de l'Europe, avec un sommet des chefs d'État à Toulouse mercredi. Nous serons d'ailleurs à Toulouse, la matinale, jeudi et vendredi, l'antenne de BFM Business. Ce plan pour l'Europe, on l'a décortiqué ce matin. Est-ce qu'on a les moyens de notre ambition? Quand on voit que, par exemple, la NASA dépense 24 milliards de dollars par an, nous, modestement, on va peut-être en dépenser 8. Oui, mais enfin, on a des compétences absolument extraordinaires. Bien sûr, on est un peu moins mobilisé, on va dire financièrement, que les États-Unis, mais on est la deuxième puissance spatiale, de très loin. On a bien l'intention de le rester. On a des coopérations évidemment très importantes, notamment avec nos amis américains. Et puis surtout, nous avons un certain nombre de constellations qui font de l'Europe Galileo, une puissance spatiale enviée. Galileo est la première constellation de positionnement par satellite au monde, devant celle des États-Unis. Copernicus permet effectivement de photographier en permanence ce qui se passe sur la planète. Et puis, on va lancer une nouvelle constellation, une constellation souveraine, une constellation qui va nous permettre d'avoir des communications sécurisées, des communications quantiques. Vous savez que c'est un sujet, vous me connaissez depuis longtemps, Christophe Jacobizine, que je porte. Il faut absolument passer dans le post-quantique, dans la nouvelle cryptologie, et notamment par satellite, qui va nous permettre donc d'offrir à l'ensemble des États membres des communications cryptées. Alors il y a deux domaines où quand même on se demande si l'Europe va être dans la course. C'est celui des constellations de satellites sur orbite basse, notamment portées par l'incroyable Elon Musk, qui est en train de déployer, et puis d'ailleurs aussi Amazon par la même occasion, ces milliers de satellites en orbite basse. Est-ce qu'il faut faire la même chose ou est-ce qu'il faut freiner cette dispersion de satellites tout autour de la Terre? Non, il est absolument indispensable que l'Europe continue, et c'est la volonté du reste d'Emmanuel Macron, président de la République et président de l'Union européenne en exercice, que de doter l'Europe d'infrastructures spatiales souveraines. Et effectivement, en matière de communication et en matière de communication cryptée, il est absolument indispensable que l'Europe ait sa propre constellation et ne dépende pas des Américains, des Chinois, que sais-je. Ouais. Donc c'est absolument indispensable. Et cette constellation en orbite basse que nous allons présenter, effectivement, c'est une constellation nord-sud, donc qui permettra, avec un certain nombre de satellites, plusieurs centaines, voire milliers évidemment, de connecter non seulement l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire de sécuriser nos communications. De sécuriser nos communications, de permettre aussi d'avoir une redondance par rapport à nos réseaux terrestres en cas de cyberattaque, et on le voit aujourd'hui. Ça sera aussi une offre grand public ou pas? Bien sûr. Comme celle d'Elon Musk. C'est un projet évidemment qui est nord-sud. Alors les offres d'Elon Musk ou autres ne sont pas du tout configurées pour ce que l'on veut. C'est un projet avec une dimension militaire et souveraine. C'est un projet également, puisque ce sont des satellites en orbite basse nord-sud, qui va nous permettre aussi d'offrir de la connectivité à l'ensemble du continent africain. Je reviens du reste d'Afrique avec la présidente Ursula von der Leyen hier. Et nous en avons longuement parlé avec le président Macky Sall, qui est le président du Sénégal, qui est également le président de l'Union africaine en exercice. Il sera du reste jeudi et vendredi à Bruxelles pour un sommet des chefs d'État, donc Union européenne, Union africaine. Et on va parler évidemment de ce sujet parce que c'est aussi une possibilité de permettre d'avoir l'ensemble du continent africain dans l'espace informationnel européen et de permettre la connectivité pour tous. Donc ces trois niveaux: connectivité sécurisée par technologie quantique, redondance de nos infrastructures sur le continent européen et permettre au continent africain d'avoir accès, c'est vraiment un vrai projet géopolitique. Alors l'autre question sur l'Europe de l'espace, c'est la capacité d'envoyer des hommes dans l'espace. Pour l'instant, on a des très beaux lanceurs. On a vu qu'Ariane 5 était capable de lancer notamment le télescope James Webb il y a quelques semaines. En revanche, pour l'instant, on n'a pas choisi d'avoir une capacité d'envoyer des hommes dans l'espace. Or, vous savez que les Américains sont en train d'imaginer la colonisation de la Lune, puis de Mars. Est-ce que le nouveau président de l'Agence spatiale européenne regrette que l'Europe ne mette pas plus de moyens sur les vols habités? Est-ce qu'il faut y aller, Thierry Breton? De toute façon, il faut évidemment travailler sur non seulement des lanceurs et des lanceurs renouvelables. Alors, on a pris un peu de retard, c'est vrai. En Europe, malheureusement, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin voilà, bon, c'était le passé. Je m'en suis longtemps entretenu
ONU, avec l'ensemble des acteurs européens. Voilà, on va faire des renouvelables et c'était des réutilisables. Et c'est très important. Bien sûr. Parce que, ça baisse le coût. Hein. Oui, bien sûr, ça baisse le coût et donc ça y est, on y est. Bon, alors ce retard va être comblé. Maintenant, on a donc l'infrastructure. C'est très important d'avoir l'accès à l'espace. L'accès à l'espace, être autonome en matière d'accès à l'espace, ça fait partie aussi de notre souveraineté. Et donc maintenant, effectivement, on pourra parler effectivement de modules qui vont nous permettre d'envoyer des charges, d'envoyer évidemment, je dirais, des véhicules, là encore aussi réutilisables. Et puis derrière, oui, il n'y a pas de raison qu'à terme, effectivement, on ait cette capacité. Pour l'instant, on le fait en partenariat. On a des très forts partenariats, comme vous savez, avec les États-Unis. On enverra aussi, nous-mêmes, c'est prévu aussi dans les projets des astronautes, y compris sur la Lune. Et puis on verra ensuite, lorsqu'on y va par étapes, lorsque nos infrastructures vont nous permettre de garantir notre souveraineté, parce que l'espace est un domaine contesté, parce que l'espace est un domaine aussi qu'il faut contrôler, eh bien, on va par étapes, mais on ira par étapes. Alors, votre autre grand dossier que vous avez ouvert la semaine dernière, on en a beaucoup parlé ici sur le plateau, c'est évidemment celui du CHIPS Act, hein, l'Europe des semi-conducteurs. Comment rattraper notre retard? Là aussi, hein, on a été pris de vitesse. On voit que la part de l'Europe dans les semi-conducteurs a considérablement diminué depuis 20 ans. Comment on rattrape le retard? Est-ce qu'on peut encore rattraper le retard? Vous avez mis beaucoup d'argent sur la table, hein, 12 milliards pour l'Europe, 30 milliards pour les États membres, 42 milliards. Est-ce que ça suffira pour revenir dans la course? Alors, on est exactement comme les États-Unis. C'est-à-dire qu'on avait, il y a 30, 40 ans, on produisait 40%, 30 à 40% des besoins mondiaux en Europe et 30 à 40% aux États-Unis. On fait 10 et puis on fait 10 comme les États-Unis. Donc on est exactement comme les États-Unis. Enfin, ils ont Intel, hein. On n'a pas Intel. Hein. Oui, mais on a ASML, ils n'ont pas ASML. Et ASML, ça vaut une fois et demi Intel. Donc on est beaucoup mieux placé que les États-Unis en matière de recherche et développement et d'équipement pour faire les usines. On ne le sait pas, ça me permet de le dire ce matin à votre micro. La plupart, que dis-je la plupart, la totalité des entreprises de semi-conducteurs viennent faire leurs recherches en partenariat avec nos centres de recherche en Europe, que ce soit IMEC près de Bruxelles, que ce soit le CEA Leti près de Grenoble ou Fraunhofer en Allemagne. Il faut le savoir, on a réussi à préserver cette recherche. On va du reste l'accroître puisqu'on va mettre effectivement, vous l'avez rappelé, 12 milliards d'euros sur la table pour accroître nos efforts de recherche et aller, vous le savez, vers des puces en dessous de 2 nanomètres, c'est-à-dire d'un 100 millième de la taille d'un cheveu, en Europe. Est-ce que ce sont des acteurs européens qui vont le faire ou est-ce qu'on va donner de l'argent à des Américains pour faire des usines en France? Mais nous sommes un continent ouvert, donc ce qu'on veut, c'est avoir la possibilité d'être autonome aussi sur l'ensemble de la fabrication des semi-conducteurs et de passer de 10 à 20% donc de fabrication à la fin de la décennie. Comme le marché double, il faut donc multiplier par 4 la capacité de production en Europe. Et évidemment, on accueille tout le monde, mais attention, vous savez, Jacobizine, à nos conditions. C'est-à-dire que quand on viendra effectivement en Europe, on aura des conditions. Ces conditions, c'est quoi? C'est évidemment travailler avec l'écosystème européen, mais c'est aussi... Réserver la production pour les Européens. En cas de problème, en cas de crise, y compris géopolitique, c'est d'avoir la sécurité d'approvisionnement garantie pour l'ensemble des entreprises européennes, parce qu'il n'y a pas une industrie qui ne fait pas appel aux semi-conducteurs aujourd'hui. Et mon rôle à moi, en tant que commissaire au marché intérieur, c'est-à-dire à l'industrie notamment, c'est évidemment de faire en sorte que l'approvisionnement ne faille pas si jamais on avait des crises, voire des crises géopolitiques. Songez qu'aujourd'hui, 50% des puces dont nous avons besoin en Europe proviennent de Taïwan. Et on sait les risques qu'il y a autour de Taïwan. Alors l'autre gros dossier dont vous êtes occupé avec la Commission européenne, c'est évidemment celui de ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on finance et à quel prix, quel type d'énergie on peut financer à bas coût, pour être un peu concret. Et voilà. Le nucléaire et le gaz, pour faire plaisir aux Français et aux Allemands, sont donc rentrés dans l'enveloppe qui permettent d'avoir des coûts de financement à bas prix. C'était nécessaire? Alors que ce ne sont pas, comme ça, des énergies complètement vertes. Alors, d'abord, si vous permettez, c'est pas pour faire plaisir à quiconque. C'est tout simplement qu'à partir du moment où on se fixe comme objectif, et c'est un bon objectif, d'être la décarbonation à 2050, c'est-à-dire de ne plus émettre de CO2 à 2050, ben, il faut voir comment on fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec mes équipes, et on a vu qu'il était absolument impossible, impensable, d'atteindre cet objectif sans faire appel au nucléaire. Aujourd'hui, 26% de notre énergie électrique est produite par le nucléaire. On a fait des calculs, il faut augmenter par 2 la production d'électricité sur le continent européen pour faire face aux besoins
dans les 30 ans qui viennent. Ouais. Donc il faut augmenter le nucléaire, qu'on le veuille ou non, et ça a été accepté. Alors derrière, évidemment, Avec évidemment, quelques difficultés, quelques grincements de dents de la part des Allemands. mais c'est normal. Le nucléaire a été. Il faut écouter tout le monde. Ça a été, comme vous le savez, dans les années 80, 90, 2000. Et puis on a eu beaucoup de femmes et d'hommes politiques qui se sont révélés. Bien sûr. Verts, le mouvement des Verts est né de cela, du reste. Bon, Il n'y a pas risque que le Parlement européen retoque votre projet? Non, parce qu'encore une fois, on a beaucoup discuté avec eux. Tout le monde a bien conscience de ce qu'il faut faire. Je crois qu'on a pris les précautions. Et puis derrière, vous avez certains pays comme les Allemands, effectivement, qui ont décidé d'abandonner le nucléaire. Bon, s'il faut atteindre l'objectif, il faut évidemment passer par le gaz. Donc c'est encore une fois une nécessité. Et c'est ce que comporte cette fameuse taxonomie. Maintenant, ce qui est très important, c'est que pour nous en Europe, et en particulier en France, ça nous redonne de la visibilité sur cette filière qui est importante, avec effectivement de la recherche qui nous permettra aussi de travailler sur des réacteurs sans déchets, y compris d'aller vers un nouveau domaine, qui est la fusion nucléaire. On est pour de l'après 2050, mais c'est aujourd'hui qu'il faut évidemment donner cette profondeur, et c'est ce que nous permettra la taxonomie. Encore un mot sur la situation à l'est de l'Europe, à la frontière de l'Ukraine. Vous êtes inquiet sur ce qui va se passer dans les prochains jours? On voit évidemment ces mouvements. Ils sont tout à fait inédits depuis la chute du mur. Donc on y est extraordinairement attentif. Mais je tiens à dire que nous sommes prêts aujourd'hui, effectivement, en matière de sanctions. Le président de l'Union européenne en exercice, c'est-à-dire Emmanuel Macron, a travaillé sans relâche avec les services de la Commission en particulier pour arrêter les modalités de ces sanctions avec l'ensemble des États membres. Donc oui, les sanctions sont extrêmement fortes si jamais il y avait des mouvements. Maintenant, il n'y a qu'un homme qui sait ce qui se passera. Et cet homme, vous savez qui c'est. Poutine. Absolument. En cas de conflit, l'Europe aura suffisamment d'énergie, suffisamment de gaz? Alors aujourd'hui, l'Europe dépend du gaz russe pour 30%, et non pas 40% comme j'ai pu le lire, de ses approvisionnements pour le gaz. Ça veut dire que l'Europe dépend de la Russie pour 7% de son énergie, puisque le gaz, évidemment, heureusement, n'est pas tout ce que nous consommons. Notre premier, du reste, partenaire, ça va être évidemment la Norvège. Il y a aussi le gaz naturel liquéfié. Donc on va évidemment essayer d'augmenter au maximum si jamais il y avait des problèmes, et notamment des problèmes d'approvisionnement. Mais évidemment, voilà, c'est faisable. On a les réserves. Le problème, évidemment, c'est le prix. Parce qu'aujourd'hui on a des tensions, et vous le savez, vous en parlez abondamment sur votre antenne, donc la conséquence c'est un prix très élevé. On n'anticipe pas malheureusement que ce prix baisse dans les mois qui viennent, bien entendu. Voilà, on se prépare à tout ça, mais c'est une raison, là encore, d'aller plus vite sur notre autonomie énergétique. Elle passe évidemment par le nucléaire et elle passe par le renouvelable. Merci Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h30.